Et bonsoir à tous, je suis Jérémy d'Innovation Time et nous voilà ce soir pour la troisième édition donc, de cette série d'interviews spécialement dédiée aux prix stratégistes dont nous rencontrons les finalistes. Ce soir, c'est Nicolas Vachikouras que j'ai en face de moi et qui va nous parler de son entreprise Neurosoft Biotechnologies. Alors, je te laisse te présenter, Nicolas. Ouais, enchanté. Puis mon nom c'est Nicolas Vachikouras et je suis le CEO et cofondateur de Neurosoft Electronics. Et mon background est en ingénierie. J'ai fait mes études en microtechnique ici à l'EPFL. Je me suis intéressé très rapidement à l'application des microtechnologies pour ce qu'on développe chez Neurosoft, qui sont des implants neuronaux pour traiter des maladies neurologiques. Et je me suis intéressé très rapidement durant mes études dans ce domaine-là, durant mon master et après durant mon doctorat, où j'ai travaillé et continué à développer cette technologie-là pour traiter des maladies neurologiques en utilisant les microtechnologies. Et ça, c'est vraiment mon background vraiment d'ingénieur. Voilà. Tu es entré donc à l'EPFL en 2009 Ouais. et tu en es sorti en 2019. Et tu as fait un PhD qui était très proche finalement de la technologie que tu as utilisée pour Neurosoft. Exact. Et quelle était un petit peu cette... et comment est-ce que c'est donc ce PhD qui t'a donné l'idée elle-même de l'application et de la technologie que vous allez mettre en place? En fait, c'était même plus tôt. Je sais que ça paraît surprenant, mais j'avais envie de faire des prothèses neurologiques avant même de commencer le PFL, donc à la fin du collège, où j'avais fait une éducation pas mal axée technologie, mathématiques, physique. Et dernière année, j'avais une option complémentaire en biologie et j'ai commencé à vraiment découvrir cet aspect-là. Et puis ça m'a vraiment plu de pouvoir imaginer, bon, ça paraît un peu facile à dire ça aujourd'hui, mais il y a 10 ans en arrière, de combiner la biologie et la technologie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le PFL en microtechnologie, dans le but vraiment de faire des prothèses neuronales. Donc c'était en fait même avant le PhD. Et l'aventure entrepreneuriale en elle-même, c'est Ouais. quelque chose qui t'a intéressé depuis le tout début ou c'était d'ailleurs pour une carrière scientifique pure et dure? Non, j'étais assez vite parti pour faire quelque chose moi-même, mais c'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus d'aide pour faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, je savais pas que ça allait s'appeler de l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, faire une start-up. Mais je me suis très vite intéressé et j'ai eu de la chance durant ma deuxième année de bachelor de faire un premier concours qui était très axé développement technologique, mais aussi dans un cadre un peu entrepreneurial, hein. Et c'est là où j'ai eu un peu mes premières douches froides, où j'ai réalisé qu'on était très axé technologie, mais qu'il y avait tout un monde à côté sur voilà, faire des analyses SWOT, des analyses de marché. Et c'est grâce à ce concours-là, ça s'appelait ICANN, c'était un concours où on est allé finaliste à Pékin, où j'ai vraiment découvert que la technologie c'est un aspect, mais il y a tout l'aspect autour de créer une entreprise, avoir un business model, une stratégie. Ce Ouais. qui, en 2011, t'a amené du coup à participer au workshop de la FIE, c'est ça? Qui était intitulé en l'occurrence What a Young Entrepreneur Needs to Know. Ouais. Participer à des workshops et des formations aussi tôt dans un sens Ouais. de ta formation, c'est quelque chose qui t'a servi, qui t'a encouragé, même si finalement c'est seulement quasiment 10 ans plus tard que tu t'es Ouais. mis à entreprendre toi-même. Oui, bah, ça m'a permis de me mettre dans le cadre et puis de commencer à entendre des choses. Après, c'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues que j'avais complètement oubliées après. Mais à force de les réentendre, ça commence à devenir un peu une deuxième nature et puis on commence à s'habituer à être dans son environnement, on rencontre des personnes aussi. Et ça, c'est un des points les plus importants, c'est vraiment le network. Et ça a beaucoup aidé et je pense que ça m'a aidé de faire ça assez rapidement. Et pour en revenir un petit peu au projet Ouais. lui-même, donc de Neurosoft Bioelectronics, en quoi ça consiste? Donc, Neurosoft Bioelectronics, le but, c'est vraiment de développer des thérapies pour traiter les maladies neurologiques sévères. Et concrètement, ce qu'on a développé, c'est des électrodes qui sont en fait des implants. Donc, c'est vraiment quelque chose d'invasif qui nécessite une chirurgie. Et ce sont des électrodes qui peuvent être positionnées typiquement à la surface du cerveau. Et elles peuvent être utilisées soit pour enregistrer de l'information ou stimuler électriquement. Donc, ce qu'on envoie, c'est des petits pulses électriques. Et ces implants-là peuvent être utilisés du coup dans beaucoup d'applications différentes pour soit diagnostiquer des maladies neurologiques, soit faire des traitements de patients qui souffrent. Donc typiquement un exemple assez classique qui existe sur le marché, ce sont des implants cochléaires. C'est pour redonner l'ouïe à des personnes sourdes en stimulant la cochlée. Donc ce n'est pas vraiment le cerveau, mais c'est l'entrée du système nerveux.
Il y a d'autres implants typiquement pour Parkinson. Ce sont des électrodes qui vont au centre du cerveau, qui pénètrent tout le cerveau. Et en envoyant des pulses électriques, on arrive à typiquement enlever les symptômes de mouvement que peuvent avoir ces patients. Donc ça, c'est vraiment le contexte. Et ce que nous, on fait à Neurosoft, en fait, ce sont des implants qui sont extrêmement souples. Donc notre spécialité, c'est de faire des électrodes qui ne sont pas rigides comme elles existent aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui, c'est des électrodes faites avec des disques métalliques. Et quand on y pense, le cerveau et la moelle épinière, ce sont des tissus très souples qui bougent beaucoup. Et on peut imaginer qu'avoir quelque chose de rigide, implanté pendant 10 ans dans le corps, en contact avec quelque chose de souple et qui bouge, ça, c'est pas top pour le long terme. Et typiquement, il y a des problèmes d'intégration dans le corps humain. Et donc, ce qu'on développe, nous, ce sont des électrodes qui sont extrêmement souples, un peu comme celles-là, qui sont même élastiques et qui permettent vraiment d'avoir une meilleure interface long terme dans le corps humain qui réduit le tissu cicatriciel autour des implants. Donc ça, c'est vraiment la technologie qu'on a développée, c'est vraiment ces électrodes souples pour permettre des meilleures interfaces neuronales. Voilà. Et ces applications aujourd'hui, des électrodes en elles-mêmes, souples ou non souples, enfin du coup surtout non souples à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui se fait fréquemment, auquel tout le monde a accès aujourd'hui? Ouais, de plus en plus. Alors, c'est toujours un peu niche comparé à d'autres types d'implants médicaux, mais typiquement, c'est pas aussi grand que, par exemple, les pacemakers, mais c'est le même principe, c'est des électrodes qui sont implantées dans le corps humain. Donc, pour le cerveau, comme je disais, les implants, les plus gros marchés aujourd'hui qui existent vraiment partout dans le monde, c'est les implants cochléaires, comme je décris, les implants pour Parkinson, et le troisième gros marché, c'est les électrodes qui se mettent sur la moelle épinière pour la douleur chronique. Donc ça, oui, c'est très commun. Après, pas autant commun que d'autres implants médicaux comme les prothèses des hanches, mais voilà, c'est quelque chose qui existe déjà sur le marché et qui aide des patients. Et vous, quelle est votre cible en particulier de ces trois problèmes aujourd'hui? Donc nous, on n'adresse aucun de ceux-là. L'idée, c'est d'avoir d'autres applications. Je dirais, il y a beaucoup de personnes qui développent aussi des technologies alternatives. Une des applications que beaucoup de personnes font, mais nous, on ne se focalise pas là-dessus, c'est pour aider des patients qui sont complètement tétraplégiques et qui ne peuvent plus bouger ou communiquer avec leur environnement, de les aider à communiquer à travers une interface homme-machine où en gros ils peuvent avoir des implants sur le cerveau et juste en réfléchissant, ils peuvent interagir à travers l'ordinateur. Donc ça, c'est un peu l'application classique pour ce genre d'électrode. Nous, on a décidé de faire une approche un peu différente et notre premier produit, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse plutôt pour du diagnostic et du monitoring dans le contexte d'épilepsie. Donc l'idée, en fait, c'est d'observer dans des patients épileptiques d'où vient l'épilepsie dans le cerveau avec ces électrodes-là pour ensuite pouvoir faire une chirurgie ciblée et d'enlever le tissu qui cause l'épilepsie. Donc ça, c'est une des premières applications qu'on regarde. Mais l'utilisation des électrodes comme classique en tout cas, c'est une procédure qui est quand même assez invasive. Oui, oui. Et donc, quel est l'intérêt supplémentaire d'aujourd'hui à avoir recours à autant d'invasivité pour la détection elle-même du problème? Ouais, le problème, c'est que malheureusement, dans certains cas sévères, donc évidemment, nous, on regarde toujours des cas où il n'y a plus rien qui marche, c'est un peu le dernier recours. Hein. C'est même le cas pour ces autres implants. Typiquement, on essaie de traiter typiquement Parkinson ou même les douleurs chroniques avec des médicaments. Mais en général, quand il n'y a plus rien qui marche, c'est là où on décide de faire une intervention chirurgicale et c'est ce genre de patient-là où qu'on essaie de traiter. Et du coup, par rapport pour l'épilepsie, en général, on essaie de traiter ça avec des médicaments, mais il y a un tiers des patients qui ne répondent pas à ce traitement-là. Et il n'y a pas tout le monde, mais une grande partie de ces patients, on sait que le meilleur moyen pour les aider, après, c'est de faire une chirurgie. C'est vraiment d'enlever la partie du cerveau qui si c'est possible, hein, qui cause Et dans ce contexte-là, c'est là où on va commencer à utiliser ces électrodes. Et vous avez peut-être quelques chiffres pour nous parler du nombre de personnes qui sont concernées pour à peu près, par exemple, pour l'épilepsie, ça représente environ 1% de la population générale qui peut être touchée. Et puis, comme j'ai dit, c'est environ un tiers de ces patients-là qui ne répondent pas au traitement par médicaments. Après, voilà, un tiers de ces patients-là ne vont pas automatiquement aller en chirurgie, mais c'est une sous-catégorie de ces patients-là. Et les alternatives de votre cible en particulier aujourd'hui, quelles sont-elles? Donc, il y a des alternatives purement au niveau de la thérapie. Donc là, comme je dis, il y a des médicaments, etc. Après, au niveau des électrodes, c'est là où nous, on vient faire la compétition. C'est que les électrodes qui existent aujourd'hui, elles sont faites justement par ces électrodes très rigides. C'est des disques en métal qui sont non seulement très rigides, mais en plus très larges. Et du coup, ça peut créer des problèmes, même à court terme, sur le cerveau. Ça peut casser
des vaisseaux sanguins, ça peut créer des hématomes sous-duraux, elles peuvent créer de la compression sur le cerveau. Ou l'autre problème, c'est qu'elles sont très grandes et nous, on peut miniaturiser ces électrodes. Et l'idée, c'est d'être plus précis quand on enregistre l'activité cérébrale. Donc nous, voilà. Donc, ce qui existe aujourd'hui, ce sont des électrodes grandes et rigides. Et nous, on veut améliorer ça avec nos électrodes souples et miniaturisées. Très bien. Et bien, pour en venir un petit peu, revenir à Ouais. l'aspect entrepreneurial même de Oui. votre aventure, enfin, ton aventure personnelle. Ouais. Tu nous as dit que l'idée, elle est née il y a longtemps. Ouais. On le voit du coup à ton parcours, à ton parcours académique qui est vraiment dessiné au travers de tous tes stages et de toutes tes aventures pour au final en arriver à là. Mais l'idée elle-même, elle est née quand? Elle est née pourquoi? Comment? Moi, l'idée, c'est vraiment durant mon cours de biologie au collège, je me rappelle encore, où j'avais appris l'anatomie des yeux. Et je me suis dit, ça peut être vraiment cool de remplacer la rétine pour les aveugles avec des électrodes. Et puis plus tard, mais après l'idée elle-même c'est un peu partie aux oubliettes, mais j'avais toujours cette idée de vouloir remplacer certains aspects du corps humain avec la technologie. Et là où ça a recommencé, c'était, j'ai eu beaucoup de chance à la fin de mon bachelor, il y avait à l'EPFL un nouveau centre qui venait de commencer, ça s'appelait le centre de neuroprothèse. Il n'y avait que quelques professeurs qui vraiment travaillaient sur des interfaces neurologiques. Et il y avait uniquement à l'époque un seul laboratoire qui travaillait sur la partie vraiment hardware. Il y en avait beaucoup qui travaillaient plus sur l'aspect biologique ou plus sur l'aspect analyse des signaux. Et il y avait un seul laboratoire de professeur Stéphanie Lacour qui travaillait vraiment sur la microtechnologie pour fabriquer vraiment du hardware. Et c'est là où j'ai rejoint son laboratoire. Et c'est vrai que c'est des problématiques de rigide, souple que je ne connaissais pas du tout. Et c'est en travaillant avec elle durant un été après mon bachelor que j'ai commencé à découvrir cette technologie-là et j'ai commencé à m'y intéresser. Donc c'est vraiment à ce moment-là quand j'ai commencé à travailler dans un laboratoire durant l'été. D'accord. Et finalement, quels sont un petit peu les... Tu t'es lancé en 2019 donc? Avec la start-up, ouais, exact. Voilà. Mais et quelles ont été un petit peu les étapes clés de ton évolution depuis du lancement et les difficultés que tu as pu peut-être rencontrer? Non, la première étape, c'était vraiment de décider de se lancer. Et ça, c'était quelque chose d'assez clair au début de mon doctorat. Le but du doctorat, c'était vraiment de faire un peu de la R&D et du développement technologique, des brevets. Donc, dès le début, je ne savais pas encore dans quelle direction j'allais aller, mais je savais que je voulais faire ça. Donc, ça, c'était un des points clés, c'est de se dire, OK, je fais un doctorat, mais en sachant que je ne vais pas du tout aller dans l'académique et que je vais vraiment me focaliser sur qu'est-ce qui est utile pour une start-up. L'autre point clé, c'était un an avant la fin de mon doctorat. C'est là où je me suis dit, bon, il faut que je commence à y réfléchir. Il faut que je prépare le terrain à la fin de mon doctorat, que je sois prêt à pouvoir avoir les ressources pour faire ce que j'ai envie. Et là, je me suis un peu forcé, typiquement en faisant des concours, en faisant des accélérateurs, des programmes, où j'ai commencé à présenter l'idée de la start-up. Et c'est à ce moment-là aussi, un des points clés que j'avais très peur, c'est avec qui est-ce que je vais faire ça. Et c'est là où j'ai trouvé deux cofondateurs, Ludovic Serex et Florian Falléguer, qui m'ont rejoint très vite. Et on s'est très bien vite entendus les trois. Et puis on a commencé à travailler ensemble sur l'aspect plus business model durant même le doctorat. Donc c'était durant la dernière année. Donc ça c'était un autre point clé, c'est vraiment trouver les cofondateurs. Parce que j'avais besoin de quelqu'un, de personnes que je sais que je peux avoir confiance, quasiment aveugle sur ce qu'ils font. Parce que être tout seul pour faire ce genre de choses, c'est très difficile. Hein. Donc ça c'était un point clé. Et puis ensuite l'autre point clé, c'était de sécuriser du financement pour pouvoir faire ces activités-là. Et du coup, durant la dernière année de mon doctorat, on a de la chance en Suisse, il y a beaucoup d'opportunités pour faire des bourses, surtout pour des projets très académiques, technologiques, mais qui ont cet potentiel de start-up. Il y a énormément d'aides. Et grâce à ça, en fait, pendant quasiment 2 ans et demi, même jusqu'à la fin de l'année, 3 ans, c'est grâce à ce genre de financement qu'on a pu survivre et puis avancer sur le projet. Et finalement, lors des croisements décisionnels que tu as un peu rencontrés, quels ont été ceux auxquels tu étais le moins préparé, malgré avoir décidé si tôt dans ta carrière d'entreprendre. En plus, vraiment, tu savais dès le début un peu quel secteur cibler. Et en prime de tout ça, tu t'es pas concentré que sur l'aspect technologique, tu as aussi suivi le business. Mais il y a quand même des gros défis que tu as rencontrés. Oui, donc c'est vrai que d'un point de vue technologique, j'étais assez prêt. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de surprises à part des délais, mais bon, ça c'est classique. Mais là où il y a eu beaucoup de surprises pour moi, puis c'est un des sujets que j'ai beaucoup de peine, c'est la partie ressources humaines.
Donc trouver les bonnes personnes, et puis c'est pas que dans l'équipe, mais c'est aussi avec les personnes à qui on travaille à l'extérieur. Et j'ai très vite compris que, et puis même après 2 ans et demi, je commence encore à me surprendre moi-même, mais on réalise qu'à un moment donné, il faut qu'on soit nous au courant de qu'est-ce qu'on fait, et on ne peut pas juste se reposer aveuglément sur d'autres personnes, parce que c'est un domaine qui nécessite beaucoup de connaissances sur du régulatoire, du clinique, de la qualité, du business, brevet, etc. Et j'ai commencé à découvrir qu'en fait, on ne peut pas se reposer aveuglément en espérant que quelqu'un, on va le payer, il va gérer ça, c'est impossible. Et ça, c'est très dur à accepter. Mais quand on accepte le plus vite possible, ben ça commence à nous forcer à nous-mêmes apprendre, hein, et de se dire, ben, au final, il n'y a que nous qui avons la réponse. On peut demander de l'aide aux autres personnes, mais c'est très dur de demander à quelqu'un de faire le travail à notre place. C'est beaucoup plus facile de dire, OK, ça c'est la question que j'ai, est-ce que tu peux m'aider? Et ça, c'est un des aspects vraiment au niveau humain et des ressources humaines en interne, mais aussi quand on travaille avec des consultants, qui étaient très surprenantes. Et puis en fait, j'ai découvert aussi, c'est qu'on est dans un domaine où il y a les startups, il y a le médical, il y a la neurologie, et après il y a ce qu'on appelle les implants actifs. Et ça devient un très 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 petit monde, et beaucoup plus petit que ce que je pensais. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi surpris, c'est de savoir qu'on est dans un domaine très très niche. Donc je savais que le médical, ça représente très peu comparé à toutes les startups qui existent, mais jamais j'aurais pensé que le domaine dans lequel on est si petit. Et ça revient aussi à la question qu'on se posait avant par rapport à la taille du marché. Ben, il n'y a pas autant de gens qui ont l'expérience de développer des implants neuronaux que ce qu'il y a dans le cardiaque ou des prothèses de hanche. Et ça, du coup, c'est qu'il y a très peu de gens, même dans le monde entier, qui ont les compétences nécessaires pour développer ce genre d'implant. Et ça, c'est très difficile, et j'étais très surpris. Et ça, du coup, je me pose la question, comment est-ce que vous avez réussi à croire en vous et continuer à croire en vous qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure d'apporter cette solution sur le marché? Ça peut paraître un peu méchant ce que je vais dire, mais à la fin de la journée, quand on réalise qu'on arrive à résoudre des problèmes tout seul, hein, mieux qu'avec d'autres personnes, ben, c'est là où on commence à comprendre qu'au final, ben, voilà, on est capable. Mais ouais, c'est pas quelque chose d'inné. Et il y avait des personnes qui vous ont inspiré tout au long du chemin à choisir cette voie entrepreneuriale, mais aussi dans le cursus académique lui-même? Oui, alors j'ai eu pas mal de chance de pouvoir discuter avec plusieurs professeurs à différents moments. Donc il y avait beaucoup de profs à l'EPFL qui ont un peu cette tendance à faire des startups à travers le laboratoire. Et j'ai demandé beaucoup d'aide à eux. Donc typiquement, même tout au début de l'EPFL, avant même que je commence, j'avais hésité entre microtechnique et sciences de la vie. J'ai demandé des conseils à un professeur qui a l'habitude avec les startups. Et c'était la première question que je lui ai posée: qu'est-ce que tu recommandes comme études? Pareil, avant le doctorat, j'ai demandé de l'aide à des professeurs, et j'ai aussi la chance, durant mes études, de faire un stage en entreprise dans une autre start-up dans le même domaine que nous, qui s'appelle Aleva Neurotherapeutics, et qui est basée ici à l'Innovation Park. Et le CEO, donc André Mercanzini, qui avait vécu et qui continue à vivre cette aventure, m'a beaucoup aidé aussi à savoir, ok, est-ce que c'est une bonne idée de faire un doctorat, et quels sont les points qu'il faudrait que je fasse attention. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de personnes autour de moi qui nous ont un peu aidés. Donc c'est des profs, et puis c'est ces CEO d'autres entreprises qui m'ont aussi bien guidé. Voilà. Et c'est quoi un petit peu la suite aujourd'hui? Parce que votre startup, elle est encore très jeune. Ouais. Elle est déjà, on en parlait en tout début de cette interview, donc à presque 3 millions de francs qui ont été levés. Ouais. Et c'est quoi un peu la suite? Donc là, pour nous, un des gros challenges aujourd'hui au niveau financier, c'est vraiment de fermer notre premier vrai round d'equity, donc, parce que jusqu'à maintenant, c'est sur des bourses. Et donc ça, c'est un peu le plus gros objectif. On essaie d'ici la fin de l'année de clore notre round A de 12 millions. Mais de nouveau, pour revenir à cette problématique de très niche, c'est très dur de trouver des investisseurs qui connaissent ce domaine, déjà de 1, et qui sont prêts à prendre des risques, parce que c'est un domaine qui coûte très très cher, et où même pour arriver à un premier résultat qui peut réduire le risque, ça coûte de l'argent. Donc c'est dur de trouver quelqu'un qui a la capacité financière, qui a cette tendance à prendre des risques et qui connaît le domaine. Mais voilà, donc ça c'est un des gros objectifs pour cette année, de clore ce round. Et après, pour nous, en termes au niveau du développement des implants, ben, on aimerait commencer à faire nos premiers essais sur les êtres humains l'année prochaine. Et là, on travaille en collaboration surtout avec le HUG à Genève et le CHUV ici à Lausanne. Très bien. Et une petite question qui me vient juste là. Ouais.
sans doute l'avant-dernière de cette interview, mais sur votre profil LinkedIn, j'y repense, vous avez dit que vous vous intéressez non seulement aux microtechnologies, ça c'est exactement ce que vous faites, mais également aux nanotechnologies. Ouais. Alors vous allez regretter de peut-être avoir mis ça dans votre profil, mais aujourd'hui c'est une direction que vous souhaitez prendre avec ces implants? Oui, après, bon, c'est une question... aujourd'hui, du coup, dans le futur. Oui, après, c'est une question de définition. Je pense que c'est une question d'échelle. C'est vrai que nos implants, certaines choses sont plus proches de la micro dans le sens du micron, mais typiquement, les épaisseurs de certains matériaux qu'on utilise, c'est dans l'ordre du nanomètre. Donc après, c'est vrai que la nanotechnologie, pour beaucoup de personnes, ça a certaines connotations, alors que non, technologiquement, c'est juste une question d'échelle. Hein. Et en effet, certains éléments de même nos technologies sont dans l'ordre du nanomètre plutôt que du micromètre. Donc, ouais, c'est un détail. Il n'y a pas quelque chose dans les nanotechnologies vraiment particulier qu'on ferait différemment que ce qu'on a là. Enfin, c'est une question de dimension. Voilà. Et donc, la fameuse question que tout le monde se pose, pourquoi le prix stratégiste aujourd'hui, à cette étape-là de votre aventure? Non, pour nous, c'est surtout que c'est un prix qui est bien reconnu en Suisse. Et puis, ce qui me plaisait, c'était aussi il y avait cet aspect plus étudiant autour. Et typiquement, j'avais beaucoup apprécié pouvoir avoir les étudiants HEC qui sont venus interviewer, poser des questions. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Et puis, pour nous, en général, quand on cherche un concours, c'est surtout pour se faire connaître. Et voilà, le prix stratégiste, c'est un des prix qui est connu. Et aussi se faire connaître non seulement aux potentiels investisseurs et aussi au monde, mais aussi aux étudiants. Parce que, comme j'ai dit, un des challenges les plus gros, et ça c'est une des plus grosses problématiques dans notre domaine, mais aussi dans d'autres, c'est de trouver du talent. Et pour nous, c'est là la motivation et la raison pour laquelle on fait beaucoup de concours, c'est parce que si on arrive à se faire connaître vers les étudiants, ça nous permet de potentiellement attirer des personnes qui vont nous demander des stages, etc. Et ça, c'est très, 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 très important, c'est très critique. Et c'est pour ça que j'aimais bien prix stratégiste, parce qu'il y avait cette composante étudiantine qui était un peu plus grande que dans d'autres types de concours. Et quel serait aujourd'hui votre conseil à ces étudiants, justement? Si vous avez un conseil à leur donner, parce qu'aujourd'hui, bon, peut-être, qu'est-ce que ce serait? Mais pour ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat ou bien... Dans leur carrière, dans leur cheminement, de leur vie aujourd'hui d'étudiant jusqu'à leur entrée sur le marché de l'emploi ou de l'entrepreneuriat, justement? Non, pour moi, je pense, ce que j'ai découvert, et ça paraît très très bateau, mais beaucoup de gens disent ça, et puis c'est vrai, à la fin de la journée, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit. Et je trouve que ce qui manque aussi un peu en Suisse, il y a de plus en plus, c'est l'ambition. Et il y a beaucoup de gens qui vont trouver plein d'excuses pour ne pas faire quelque chose, hein, alors que non, on se crée beaucoup de barrières mentales, hein, et on ne se rend vraiment pas compte. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on a réussi à faire juste parce qu'on ne savait pas que c'était si difficile. Et ça nous a permis aussi d'avancer très vite sur certains aspects, alors que d'autres nous auraient dit « Ah, mais ça va prendre 5 ans de faire ça ». Mais c'est vrai que si on commence dès le début à se mettre des barrières, on va un peu se dire « Ok, c'est normal que ça va prendre 5 ans, du coup on va aller lentement ». Alors que si on ne sait pas, on va se dire « Ok, faut aller vite, il n'y a pas de raison que ça bloque ». Puis finalement, on arrive quand même à aller plus vite. Et de manière générale, pour moi, c'est vraiment de ne pas se créer des barrières mentales. Hein. Et si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut y aller. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'ont pas envie parce qu'ils n'ont pas d'idée. Mais pour être honnête, l'idée, c'est 1% du voyage. Il suffit d'aller dans un hôpital pendant une journée, puis des idées, il y en aura des dizaines de comment est-ce qu'on peut améliorer le système. Donc voilà, donc franchement, croire en soi-même et avoir un peu l'ambition de faire quelque chose, même si ça fait peur, et de croire qu'on n'est pas capable, hein, ça je pense que c'est quelque chose dans le mental. Voilà, donc ça c'est un peu mon conseil, de croire en soi et puis de tenter sa chance et de ne pas avoir peur de l'échec, ça c'est super important. Je pense que c'est un peu un des problèmes en Suisse, c'est que les gens ils ont peur de se rater. Et ouais, ça, pour moi, c'est important plus on rate, mieux c'est en fait, parce qu'on apprend beaucoup. Donc voilà. Très bien, sur ces sages voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite, toute l'équipe, vous souhaite bien de vos chances pour le prix Stratégie Sapien. Merci beaucoup. Et pour cette technologie qui pourrait bien aider de nombreuses personnes. Ouais. Nous, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, pour une semaine toute spéciale où il y aura 2 interviews qui seront publiées quasiment à la suite. Merci d'avoir regardé cette IT Live, et puis n'oubliez pas le prix stratégiste, donc en septembre prochain. On vous souhaite une excellente soirée et à tout bientôt.